Depuis de nombreuses années, des visiteurs, des randonneurs et des employés travaillant autour de la chaussée des Géants, en Irlande du Nord, racontent à voix basse l'existence d'une section bien particulière de la falaise de basalte. Une section qui, selon eux, bouge, elle ne s'effrite pas. Elle ne s'effondre pas, elle ne se transforme pas lentement sous l'effet du temps et des intempéries, elle s'ouvre et se referme comme si une porte de pierre était dissimulée dans la falaise, une porte qui officiellement n'existe pas, une porte dont aucun géologue ne souhaite parler publiquement, une porte qui n'apparaît dans aucun rapport, alors même qu'un trop grand nombre de personnes affirment l'avoir vue, et c'est précisément ici que commence l'histoire de Ciaran Oriah, un ancien archéologue de terrain irlandais, qui s'est rendu seul sur cette falaise la semaine dernière, sans équipe, sans autorisation, sans presse, sans personne pour l'arrêter. Dans sa main, il ne tenait ni scanner sophistiqué, ni équipement destiné à un grand documentaire. Il portait simplement une perceuse. Et ce qu'il aurait fait avec cet outil est quelque chose que personne n'aurait osé tenter dans cet endroit depuis plus de 60 ans. Il n'est pas passé par la supposée porte de pierre. Il est passé à côté. Et ce que sa caméra a enregistré 12 mètres sous la surface n'aurait, selon certains témoignages, jamais dû être rendu public. Oriah lui-même aurait déclaré que ces images auraient mieux fait de rester cachées, car une fois que l'on aura vu ce qui se trouve suspendu dans l'obscurité, il devient impossible de l'oublier. Avant de vous montrer, étape par étape, ce qui se serait produit, restez jusqu'à la fin et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les histoires dans lesquelles les explications officielles cessent soudainement de suffire, car les prochaines minutes vont nous conduire vers un lieu où la science, la légende et quelque chose de bien plus inquiétant entrent en collision. La chaussée des Géants, située sur la côte d'Irlande du Nord, fait partie des merveilles naturelles les plus célèbres du Royaume-Uni. Ses falaises gigantesques, ses criques profondes et ses innombrables colonnes de basalte constituant un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis environ 60 millions d'années, ces formations dominent la côte nord du comté d'Antrim. Près de 40 000 colonnes imbriquées de roches volcaniques sombres dessinent un motif si précis qu'il semble avoir été conçu par une intelligence. Pourtant, la science possède depuis longtemps une explication. La lave s'est refroidie, elle s'est contractée, puis elle s'est fracturée en forme hexagonale. Pour les géologues, le dossier est clos. Il n'existe aucune cavité officielle, aucun passage secret, aucune preuve de l'existence d'une chambre cachée à l'intérieur de la falaise, rien qui indique qu'il y ait autre chose que de la pierre, et c'est précisément pour cette raison que ce que Ciaran Oriah aurait fait est si difficile à ignorer. Ciaran Oriah se présentait comme un ancien archéologue de terrain. Selon ses propres déclarations, il avait passé de nombreuses années à participer à des études souterraines, à des analyses de terrain et à l'évaluation de structures historiques dans différentes régions d'Irlande. Les personnes qui le connaissaient ne le décrivaient pas comme quelqu'un en quête de célébrité. Il ne publiait pas de théories spectaculaires. Il ne participait pas à des émissions de télévision. Et il n'était pas connu pour voir des conspirations derrière chaque découverte inhabituelle. C'est justement pour cette raison que les images existantes l'auraient autant préoccupé. À ce moment-là, il n'existait que quelques courtes séquences vidéo, des vidéos de téléphone tremblantes, des images floues, des fragments d'observations transmises entre amateurs, randonneurs et quelques passionnés. La plupart des gens n'y prêtaient aucune attention. Et pour être honnête, il y avait de bonnes raisons à cela. Le basalte ne se comporte pas comme une porte, le basalte se fissure, le basalte s'érode, le basalte finit parfois par s'effondrer. Mais le basalte ne glisse pas silencieusement sur le côté avant de se refermer sans laisser la moindre trace. Lorsque Oriah observa ces enregistrements, pour la première fois, il ne se concentra pas sur le mouvement supposé lui-même. Quelque chose d'autre attira son attention, quelque chose que presque personne n'aurait remarqué au premier regard. Le bord, l'endroit précis où la structure semblait s'être ouverte. Encore et encore, il mettait les images sur pause, les agrandissait, les visionnait au ralenti, et plus il les étudiait, plus un détail précis le dérangeait. L'arête semblait trop nette, trop exacte, trop parfaite. Lorsqu'une partie d'une formation rocheuse naturelle se déplace, même légèrement, de fines fractures apparaissent généralement, de petits éclats se détachent, des fissures deviennent visibles, même les plus faibles déplacements laissent des traces, de la poussière,
poussière, des débris, des irrégularités, mais ici, rien de tout cela n'était visible. Aucune cassure, aucune pierre détachée, aucune déformation, aucun signe indiquant que des forces considérables avaient agi à cet endroit. Au contraire, tout donnait l'impression qu'un élément parfaitement ajusté se déplaçait à l'intérieur d'un système beaucoup plus vaste. Une idée qui ne le quitta plus. Alors qu'il examinait les images une nouvelle fois, un mot apparut dans son esprit. Un mot qu'il ne voulait d'abord pas prononcer. Pas mouvement, pas anomalie, pas phénomène géologique, mais mécanisme. Et cette seule pensée rendait l'affaire problématique. Car si quelque chose ressemble à un mécanisme, une question surgit immédiatement. Qui l'a construit? Oriane n'en parla à personne. Il ne contacta aucune université. Il n'informa aucune autorité. Il ne demanda aucune autorisation d'enquête. Quelques jours plus tard, il retourna simplement à la chaussée des Géants. Seule la région possède déjà une atmosphère presque irréelle. Partout, les colonnes hexagonales de basalte émergent du sol, comme si un architecte gigantesque les avait autrefois alignées selon un plan précis. Quiconque marche entre elles a souvent l'impression de ne pas traverser un paysage naturel, mais les vestiges de quelque chose de bien plus ancien. Pendant des heures, Oria examina la paroi rocheuse, sans technologie moderne, sans scanner laser, sans radar de pénétration du sol. Uniquement avec ses mains, il faisait glisser ses doigts sur la surface de la roche, à la recherche des plus infimes variations de texture, de température ou de densité. Pour un observateur extérieur, il aurait probablement semblé caresser la falaise au hasard. Mais pour quelqu'un possédant son expérience, même les plus petites différences pouvaient constituer des indices. À un endroit précis, il s'arrêta. La zone paraissait insignifiante, environ 2 mètres de large, à peine 1 mètre de haut. Pourtant, quelque chose semblait différent. La surface réagissait autrement à la lumière, la structure paraissait légèrement moins compacte, comme si quelque chose se trouvait derrière cette section de roche, quelque chose qui n'appartenait pas au reste de la falaise. C'est à cet instant qu'il prit sa décision. Il posa son matériel, saisit la perceuse, vérifia une dernière fois chaque connexion. Puis, tandis que les vagues se fracassaient contre la côte en contrebas et que le vent balayait les falaises, il dirigea l'outil vers la pierre. Dans quelques instants, il découvrirait si son intuition reposait sur autre chose qu'une simple illusion, ou s'il était sur le point de révéler quelque chose demeuré caché pendant des millions d'années. Au début, Oria crut que ses yeux lui jouaient un tour. Il se pencha davantage vers le moniteur. L'image n'était pas parfaite. L'humidité sur l'objectif, les variations de lumière et la portée limitée des LED rendaient toute observation difficile. Pourtant, un détail restait parfaitement visible, le sol. Il était remarquablement plat, pas approximativement plat, pas accidentellement plat, mais plat d'une manière qui paraissait profondément artificielle. Les parois de gauche et de droite conservaient l'aspect caractéristique du basalte. Des arêtes, des fractures, des motifs figés issus d'anciennes coulées volcaniques. Exactement ce que l'on s'attendrait à trouver dans une cavité naturelle. Le sol, en revanche, semblait différent, plus lisse, plus sombre, presque travaillé. Par endroits, il réfléchissait la lumière de la caméra d'une façon qui ne correspondait pas aux surfaces rocheuses environnantes. On aurait dit qu'il avait été poli, pas parfaitement, mais volontairement. Oria affirma plus tard que ce fut à cet instant précis qu'il commença réellement à se sentir inquiet, car une cavité pouvait se former naturellement. Un sol aussi régulier était bien plus difficile à expliquer. Le robot poursuivit son avancée, lentement, avec précaution. Mètre après mètre, l'entrée disparaissait derrière lui, les faisceaux lumineux des LED se perdaient dans les ténèbres devant la machine. L'espace semblait beaucoup plus vaste que ce qu'Oria avait imaginé. Puis un chiffre apparut sur le télémètre du BA, 12 mètres, et c'est exactement là que tout changea. Plus tard, Oria reviendrait sans cesse sur ce point. 12 mètres, pas 11, pas 13. 12 mètres, ça, c'est là que commença quelque chose que personne n'avait anticipé. Au départ, seule une ombre apparut dans la partie supérieure de l'image, floue, mais difficile à identifier. Le robot continua d'avancer. L'ombre devint plus grande, puis il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'un objet unique, mais de plusieurs. Ils étaient suspendus au plafond, disposés à intervalles réguliers, répartis de façon uniforme, comme une série de formes identiques. Oria immobilisa immédiatement
le robot, l'image resta fixe, la caméra pivota lentement vers le haut, et pour la première fois, les objets apparurent dans leur totalité. Encore aujourd'hui, leur forme reste difficile à décrire avec précision. Les silhouettes étaient allongées, plus étroites vers le bas, plus larges vers le sommet, comme si elles poussaient directement à partir du plafond où ils étaient solidement fixés. Mais un autre détail paraissait encore plus étrange. Elles réfléchissaient à tête à peine la lumière. Les LED éclairaient directement leur surface. Pourtant, aucune réflexion nette n'apparaissait, aucun détail distinct, aucune texture clairement visible. Les formes semblaient presque noires, pas comme de la roche ordinaire, plutôt comme des silhouettes, comme si elles absorbaient la lumière au lieu de la renvoyer. Le premier objet était légèrement incliné, le second possédait presque exactement les mêmes dimensions, le troisième également, puis un quatrième, un cinquième. Tout s'espaçait de manière presque identique, trop identique. C'est à cet instant qu'Horia envisagea pour la première fois la possibilité que ces objets ne soient pas d'origine naturelle, car la nature produit des répétitions, mais rarement avec une telle précision, pas dans une cavité fermée, enfouie au cœur d'une immense formation de basalte. Un autre détail attira son attention, quelque chose qu'il tenta d'abord d'ignorer. Les formes semblaient bouger, pas de manière évidente, pas spectaculairement, seulement très légèrement, presque imperceptiblement, à vitesse normale, personne ne l'aurait probablement remarqué, mais lorsque le robot demeurait immobile, certains contours semblaient se déplacer de quelques fractions de millimètres, un léger balancement, une oscillation infime, comme si les objets réagissaient à un courant d'air, mais cela n'avait aucun sens. La cavité était scellée, aucune ouverture visible, aucun vent, aucune circulation d'air, rien qui puisse expliquer un tel mouvement. Horia décida néanmoins de poursuivre. La rangée de formes sombres glissa lentement au-dessus de l'image. L'une après l'autre, elles disparurent derrière la caméra. Lorsque le dernier objet fut dépassé, l'espace au-dessus du robot s'ouvrit à nouveau. Pendant un bref instant, tout sembla presque normal. Mais cette impression ne dura pas, car l'atmosphère elle-même commença à changer. Au début, Horia remarqua simplement que les images devenaient plus floues, la lumière se diffusait différemment, les contours perdaient leur netteté, les distances devenaient plus difficiles à estimer. Puis il comprit pourquoi. L'humidité, pas sous forme de gouttes, pas sous forme d'un brouillard épais, mais sous celle d'innombrables particules microscopiques en suspension dans l'air, juste assez nombreuses pour disperser la lumière, juste assez nombreuses pour donner à chaque image une apparence légèrement voilée. Le robot continua d'avancer. Et soudain, le sol changea lui aussi. La surface lisse devint plus sombre. Par endroits, quelque chose brillait, un liquide. De petites accumulations d'une substance noire reposaient dans les creux du sol. Les LED s'y reflétaient, mais les reflets semblaient étrangement déformés, presque vivants. Même lorsque le robot demeurait immobile, les reflets paraissaient se modifier légèrement. Horia réduisit la vitesse, la caméra s'abaissa. Il voulait examiner cette substance de plus près, et c'est précisément à cet instant qu'un événement se produisit. Un événement qu'il allait revoir des dizaines de fois par la suite. Une lueur apparut soudainement devant le robot. Brève, intense, peut-être intense, totalement inattendue, et elle ne provenait pas de son équipement. Pendant une fraction de seconde, l'ensemble de la cavité fut illuminé par une lumière étrangère, puis tout disparut, comme si rien ne s'était jamais produit. Pendant quelques secondes, Horia ne réagit pas. Il resta simplement immobile devant l'écran. L'éclair avait été si bref que son esprit chercha immédiatement une explication simple, peut-être un reflet, peut-être une erreur de la caméra, peut-être une perturbation du signal, mais plus il y réfléchissait, moins ses hypothèses lui semblaient convaincantes. Il commença aussitôt à vérifier son matériel. D'abord les LED du robot. Aucune anomalie, puis les paramètres de la caméra, aucun message d'erreur, aucune saturation du capteur, aucun indice laissant penser à un défaut technique. Ensuite, il contrôla la transmission du signal. Là encore, rien. Les données paraissaient instables. Aucune interruption, aucune panne. Cela ne laissait qu'une seule possibilité. La source lumineuse se trouvait à l'intérieur même de la cavité. Cette idée ne le quitta plus. Encore en corps, il rembobina les quelques secondes de l'enregistrement, image par image, photogramme par photogramme. À chaque lecture, le même flash apparaissait exactement au même endroit. Il était réel, ce n'était pas une illusion, ce n'était pas un effet produit par son équipement, quelque chose qui avait là-dessous et avait généré de la lumière. Et personne ne pouvait expliquer quoi. Le robot poursuivit sa progression, plus lentement qu'auparavant, presque prudemment, comme si la machine elle-même sentait qu'elle pénétrait
entrer dans une zone qui n'était pas destinée à être explorée. Tandis que la caméra demeurait orientée vers l'avant, un autre détail attira soudainement l'attention d'Oria. Une série de lignes droites. Au début, elles paraissaient insignifiantes, presque semblables à des ombres. Mais lorsque la caméra se releva légèrement, elles devinrent plus nettes. Les lignes traversaient le plafond, pas au hasard, pas de manière irrégulière, mais selon un espacement presque parfait. Oria immobilisa de nouveau le robot, la caméra zooma légèrement, les structures étaient désormais parfaitement visibles, elles semblaient intégrées directement dans la roche, ni suspendues, ni détachées, mais incorporées à la voûte elle-même, comme des poutres ou des renforts. Pourtant, ce qui le troubla réellement fut leur orientation. Tout géologue sait que le basalte suit certains schémas naturels. Les contraintes, les fissures et les lignes de fracture ne sont jamais totalement rectilignes. Elles dépendent de la pression, de la température et du comportement de la roche durant son refroidissement. Mais ces lignes ignoraient complètement les structures naturelles. Elles traversaient les motifs existants, droit devant elles, sans déviation, sans irrégularité, comme si elles avaient été disposées selon un plan. Et plus Oria les observait, plus un autre détail devenait évident. L'espacement de ces lignes correspondait presque exactement à celui des formes sombres suspendues plutôt au plafond. Les deux phénomènes étaient liés. Il en fut soudain convaincu, ces objets n'étaient pas des apparitions isolées, qu'ils faisaient une partie d'un ensemble plus vaste, d'un système qui semblait parcourir toute la cavité. L'idée était absurde, et pourtant, les images s'accordaient de moins en moins avec une explication naturelle. Le robot continua d'avancer, mètre après mètre. L'air paraissait désormais beaucoup plus dense, l'humidité s'accumulait sur l'objectif. De petites gouttes se formaient, fusionnaient entre elles, déformaient l'image. À plusieurs reprises, Oria dut interrompre momentanément la progression afin que la visibilité redevienne acceptable. Malgré cela, sa curiosité le poussait toujours plus loin. Il voulait savoir jusqu'où s'étendait ce passage et surtout où il conduisait. Puis quelque chose attira son attention dans la bande sonore, pas directement à l'oreille, mais lors de l'analyse du signal audio, sous le léger bourdonnement des moteurs, sous les parasites électroniques, sous les bruits produits par cet environnement humide. Ça, il y avait autre chose. Quelque chose de lourd, de profond, à peine perceptible. D'abord, il crut à une anomalie, mais lorsqu'il isola le son et l'écouta plusieurs fois, un motif apparut. Une pulsation régulière, ce n'était pas une voix, ce n'était pas un bruit identifiable, plutôt une modification cyclique du fond sonore, comme si quelque chose de quelque part dans les profondeurs exerçait périodiquement une influence sur l'air environnant. L'effet était extrêmement faible, la plupart des gens ne l'auraient probablement jamais remarqué, mais une fois qu'Oria l'eut identifié, il lui fut impossible de l'ignorer. Encore et encore, il revenait, toujours au même intervalle, toujours avec la même intensité. La caméra demeura immobile, le robot ne bougeait plus, la cavité devant lui restait plongée dans une obscurité totale, rien ne semblait changer. Et pourtant, une sensation persistait, l'impression que quelque chose n'allait pas, comme si, au-delà de la portée de son éclairage, il existait davantage que ce que la caméra pouvait révéler. Il revisionna plusieurs fois la séquence du flash lumineux. Le phénomène demeurait inchangé. Aucune explication, aucune erreur, aucune source identifiable. Finalement, il décida de continuer, mais progresser devenait de plus en plus difficile. Le sol se transforma une nouvelle fois, le liquide noir apparaissait désormais plus fréquemment, certaines dépressions en étaient entièrement remplies. Les chenilles du robot commencèrent à glisser, pas fortement, mais suffisamment pour être remarquées. Les réactions de la machine devenaient plus lentes, les commandes n'étaient plus exécutées immédiatement. Le matériau sous les chenilles semblait céder, comme si le sol perdait progressivement sa consistance. Au même moment, le signal se détériora. Pour la première fois, de véritables interférences apparurent à l'écran, de brèves coupures, des déformations horizontales, des zones de scintillement. Puis l'image redevenait nette, avant d'être de nouveau perturbée. À chaque mètre parcouru, l'instabilité augmentait. Et pourtant, Oria continua d'avancer. Car sa curiosité s'était transformée en quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus dangereux. Il voulait savoir ce qui se trouvait au bout de ce passage, même si cela signifiait perdre pour toujours le seul regard jamais porté sur cet espace caché.
Lorsque l'indicateur de distance approcha finalement les 20 mètres, il remarqua que les chenilles tournaient désormais presque dans le vide. Le robot avançait à peine. Le sol ne supportait plus correctement son poids. Et c'est précisément à cet instant que le véritable problème commença. L'affichage du moniteur se rapprochait lentement de la barre des 20 mètres. Jusqu'à présent, le robot avait rencontré des difficultés, mais il parvenait encore à progresser. À présent, la situation changeait complètement. Les chenilles patinaient, le sol s'effondrait sous elles, de fines particules sombres étaient soulevées et passaient sous le véhicule sans lui permettre de gagner du terrain. Oria tenta de nouveau, un peu plus de puissance, une légère correction de trajectoire, puis une nouvelle poussée. Rien, le robot bougeait à peine. Dans le même temps, la connexion continuait de se dégrader. L'image clignotait, des bandes apparaissaient à l'écran, le son disparaissait, revenait, puis disparaissait encore. Chaque seconde augmentait le risque de perdre totalement le contrôle de l'appareil. Oria comprit qu'il avait atteint un point critique. Si le signal était coupé et que la machine restait bloquée dans les profondeurs, il ne pourrait probablement jamais la récupérer. Et avec elle disparaîtraient également les seules images de cet étrange lieu, les seuls indices de ce qui pouvait s'y trouver. Pendant quelques secondes, là, il hésita, puis il prit une décision. Il allait faire demi-tour. Lentement, le robot commença à reculer. Au départ, les chenilles ne répondaient qu'avec difficulté, mais finalement, elles retrouvèrent de l'adhérence. Centimètre après centimètre, l'appareil parvint à se dégager du terrain meuble. Le signal se stabilisa légèrement, pas complètement, mais suffisamment pour permettre le retour. Tandis que la caméra reprenait lentement le chemin inverse, Oria ne parvenait pas à chasser une idée de son esprit. La cavité était scellée, il en était persuadé. Aucun vent, aucune ouverture visible, aucune connexion évidente avec l'extérieur. Toute l'exploration avait duré moins demandant d'un quart d'heure. Dans un laps de temps aussi court, rien n'aurait dû changer. Et pourtant, c'était exactement ce qui semblait s'être produit. Lorsque les structures rectilignes du plafond réapparurent dans le champ de vision, rien ne lui sembla d'abord inhabituel. Elles traversaient toujours l'espace selon les mêmes intervalles. Précises, régulières, presque artificielles. Le robot poursuivit sa marche arrière. Le liquide noir devint progressivement moins présent. Le sol retrouva de sa fermeté, la qualité de l'image s'améliora, puis les zones où étaient suspendues les mystérieuses formes réapparurent. Oria concentra toute son attention sur l'écran. L'un des objets entra dans le cadre, puis un second, puis un troisième. À première vue, tout semblait identique. Pourtant, quelque chose le dérangeait. Son instinct lui soufflait qu'il y avait une différence. Il arrêta l'enregistrement, compara plusieurs images avec celles du trajet aller, encore et encore. Puis soudain, il le vit. Deux des formes n'étaient plus exactement à la même position. Le changement était infime, moins d'1 centimètre, peut-être seulement quelques millimètres. Pour un observateur ordinaire, la différence aurait été invisible, mais pour quelqu'un qui avait passé des heures à analyser chaque détail, elle était suffisamment nette. Les positions ne correspondaient plus. Quelque chose avait bougé, très peu, mais suffisamment. Oria vérifia immédiatement toutes les explications possibles. Peut-être que l'angle de la caméra avait changé, peut-être qu'il s'agissait d'un effet de perspective, peut-être que l'éclairage produisait une illusion. Mais plus il comparait les images, plus ces hypothèses devenaient difficiles à défendre. La différence demeurait et elle concernait précisément les objets qui l'avaient déjà inquiété auparavant. Une question désagréable traversa alors son esprit. Et si ces formes étaient réellement capables de se déplacer, pas sous l'effet du vent, pas à cause de vibrations, mais pour une autre raison. Il repoussa immédiatement cette idée. La simple possibilité paraissait absurde, et pourtant, elle resta quelque part dans un coin de son esprit. Le robot continua son retour. Peu à peu, les premières parties de la cavité réapparurent, l'humidité diminuait, l'image devenait plus nette, les parois semblaient familières, presque rassurantes, après tout ce qu'il avait observé plus loin, dans les profondeurs. Puis, dans le lointain, une faible lueur apparut. La lumière du jour, l'entrée, une mince bande lumineuse au bout de l'obscurité. La caméra s'en approcha, mètre après mètre, l'ouverture grandit, jusqu'à ce que le monde extérieur redevienne visible. Le ciel gris, la roche, la lumière de l'après-midi. Le robot quitta finalement la cavité. Pour la première fois depuis sa découverte, la caméra se retrouvait de nouveau à l'air libre. Oria inspira profondément. Il posa la commande et pendant plusieurs minutes, il ne prononça pas un mot, il regarda simplement les images.
encore et encore, comme s'il espérait découvrir une explication simple, une cause technique, une erreur, quelque chose qui rendrait toute l'histoire normale. Mais plus il examinait les enregistrements, plus l'effet inverse se produisait. Les questions devenaient plus nombreuses, pas moins. Finalement, il commença à démonter son matériel. Le robot fut nettoyé, les câbles rangés, la perceuse démontée. Une fois terminé, il se tourna une dernière fois vers la paroi rocheuse, vers cette zone discrète par laquelle il avait pénétré. Avec soin, il reboucha l'ouverture, proprement, précisément, aussi discrètement que possible. Lorsqu'il eut terminé, presque rien n'était visible. Aucune trace de forage, aucune pierre déplacée, aucun indice laissant penser qu'un travail avait été effectué à cet endroit. La falaise paraissait exactement identique à ce qu'elle était auparavant, comme si l'accès n'avait jamais existé. Et peut-être que l'histoire se serait arrêtée là, mais quelque chose d'encore plus étrange se produisit ensuite. Dans les jours qui suivirent son exploration, la supposée porte de pierre ne fut plus jamais observée. Aucun mouvement, aucune nouvelle apparition, aucune vidéo, rien. Comme si l'ensemble du mécanisme s'était soudainement arrêté, ou comme si quelque chose avait compris qu'on l'avait observé. Durant les semaines qui suivirent son retour, Kira Noria parla très peu de ce qu'il avait vu. Les enregistrements restèrent stockés sur ses propres supports. Aucune publication, aucun communiqué, aucune interview. Les personnes qui le connaissaient affirmèrent plus tard qu'il avait changé. Pas qu'il était effrayé, pas qu'il était paniqué, mais il semblait profondément pensif, comme quelqu'un essayant de comprendre une chose qui échappait à toute explication simple. Pourtant, les secrets demeurent rarement cachés pour toujours. Un jour ou l'autre, quelques personnes eurent accès aux images, pas beaucoup, un cercle très restreint. Parmi elles se trouvaient, selon certains témoignages, 2 spécialistes expérimentés en géologie. Le premier travaillait prétendument dans une université de Belfast, le second aurait été lié à un organisme d'études géologiques dont Noria n'a jamais révélé publiquement le nom. Tous deux visionnèrent les mêmes séquences, les mêmes 12 mètres, les mêmes formes suspendues, les mêmes structures au plafond, la même anomalie lumineuse. Et tous deux réagirent d'une manière qui alimenta plus tard de nombreuses discussions, car aucun d'eux ne déclara publiquement que les images étaient truquées, aucun ne parla d'une erreur évidente, aucun ne qualifia l'ensemble d'absurdité. Au contraire, quelque chose de différent se produisit. Le premier géologue aurait regardé plusieurs fois la séquence des 12 mètres, encore et encore, puis il posa une seule question, pas à propos des objets, pas à propos du flash lumineux, pas à propos de la prétendue porte de pierre. Il demanda à Viave à voir les données du forage, les valeurs exactes de résistance, les variations enregistrées pendant la perforation, les mesures relevées juste avant l'ouverture de la cavité. Cette réaction surprit Oria. Le scientifique ne semblait pas chercher à prouver que l'enregistrement était faux. Il cherchait à comprendre comment il avait pu être possible. La réaction du second expert fut encore plus étrange. Selon les récits, il regarda les images en silence, sans interruption, sans poser la moindre question, sans faire le moindre commentaire. Lorsque la projection prit fin, il prononça simplement une phrase qui allait être répétée à de nombreuses reprises par la suite. Selon les témoignages, il aurait déclaré « Ce qui apparaît sur ces images ne peut pas être discuté publiquement et ne le sera pas ». Puis il quitta la pièce. Aucune autre déclaration ne suivit. Les demandes d'explication restèrent sans réponse. Les contacts furent interrompus. Aujourd'hui encore, personne ne peut vérifier avec certitude l'exactitude de ces récits. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si fascinante pour beaucoup.